Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette émission du Boulevard des Sports sur les antennes d'Horizon 3 Télévision. Une émission assez intéressante et même particulière au regard du conducteur et même de l'actualité brûlante autour du sport. On parlera de plusieurs sujets au cours de cette émission. En pause actu, on reviendra sur les nominés du prix Marc Vivien Foué, édition 2025. Une édition qui connaît l'absence notoire des Lions indomptables du Cameroun, évoluant du côté de la Ligue 1 française. Et on reviendra également sur une autre actualité au cours de cette émission, sans doute celle qui concerne le football jeune dans notre pays. On essaiera de comprendre cette équation difficile à résoudre, notamment la pratique de ce football jeune sur le terrain, en faisant également le lien avec l'actualité des Lionceaux, notamment la catégorie des moins de 17 ans qui est sortie de la compétition, notamment la Coupe d'Afrique des Nations qui bat son plein du côté du Maroc. Un Maroc également qui accueille le match amical entre la sélection marocaine féminine de football et celle du Cameroun ce soir lorsqu'il sera exactement 18 h. On suivra de près cette rencontre, mais avant le coup d'envoi, on reviendra dans les derniers échos de la tanière avec David Zo qui va nous livrer la quintessence de ce qui se passe de ce côté, sans oublier l'actualité liée à la balle orange, puisqu'on parlera du championnat professionnel de basketball Yuzu Elite qui est annoncé pour ce week-end. À ce qui concerne la programmation qui est déjà connue, les affiches de cette programmation sont à retrouver dans les échos des arènes avec la signature de Karel Eyenga. Votre émission Boulevard des Sports diffusée également en direct sur la page officielle Horizon 3 Télévision et donc à retrouver également sur notre page YouTube. Mesdames et messieurs, l'émission qui débute à l'instant connaît également un panel assez riche que je m'en vais vous présenter. Un panel qui est constitué de plusieurs visages et qui aborde également plusieurs casquettes sur ce plateau, mais le premier est sans doute l'un de nos invités qui a accepté d'être parmi nous, à se prêter à cet exercice. J'ai nommé Stéphane, il est éducateur de sport et il est avec nous dans le cadre de cette émission pour apporter son expertise autour des questions posées sur la table cet après-midi. Coach Stéphane, bon après-midi et bienvenue parmi nous. Bon après-midi, Roby. Bon après-midi à vos milieux des spectateurs. Très heureux d'être parmi vous pour une deuxième invitation. Et c'est un plaisir également de vous savoir parmi nous dans le cadre de cette émission qui débute à l'instant. Et juste en face de vous, c'est également notre invité qui a décidé d'être avec nous dans le cadre de cette émission. Il saura également apporter sa touche autour des questions qui seront abordées cet après-midi dans le cadre de cette émission. J'ai nommé Luther Sana, il est journaliste, reporter. Luther, bon après-midi et bienvenue parmi nous. Bon après-midi Alexandre, bon après-midi à tout le panel présent ici, bon après-midi à tous les téléspectateurs d'Horizon 3 et du Boulevard des Sports. J'espère répondre véritablement à toutes les questions qui seront débattues dans un climat de fair play. Dans un climat de fair play, puisqu'il s'agit de Boulevard des Sports, mais à côté de vous, il est fièrement installé Bernardini Iyuke, qui est en afritude cet après-midi, au même titre que celui que je vais présenter juste après lui. Bernardini, bon après-midi. Bon après-midi, Alex Kodu-Bokono. Merci pour l'invitation. Bon après-midi à votre panel. Je pense qu'on va passer de bons moments de sport et c'est également pour moi l'occasion de remercier tous ceux-là qui sont derrière, qui nous permettent d'être vus et écoutés à la maison. Et voilà qui est donc dit, et c'est une grosse équipe, une grosse batterie qui œuvre afin qu'on puisse être dans les différents ménages dans le cadre de cette émission. Je le disais juste en face de vous, il s'agit de Marcel Mokongo qui est vêtu d'une manière particulière cet après-midi, notamment avec ses attributs, encore ses accessoires. Marcel, bon après-midi et bienvenue parmi nous. Bon après-midi Alex, bon après-midi à ce riche panel, à des frères qu'on voit une fois de plus en ce jour de grâce. Vous savez, je ne peux commencer ces propos sans toutefois rendre allégeance. Je laisserai notre allégeance qui est beaucoup plus
qui regardent les médias aujourd'hui. Je vais rendre un grand hommage à un grand homme ici aujourd'hui qui mérite qu'on lui dise un merci et qu'on lui souhaite un nouveau cycle. Et peut-être avec l'accord de la maison, lui dire son joyeux anniversaire. Parce que c'est la surprise que j'ai gardée à mon frère, à mon petit frère, mon jeune frère, Alex Rodrigue Bokono, qui hier a eu un an de plus. Et je vais le lui dire, puisque vous savez que Bokono ne signifie pas seulement fantôme. Lorsqu'on meurt, on dit on part au pays des Bokono, au pays des fantômes. Il porte donc les attributs ancestraux. Et je vais le lui dire en Ewundo. Mbembato ban mimbo, mbembato ban mimbo, mbembato ban mimbo, kono, mbembato ban mimbo. Joyeux anniversaire, Alex. Merci pour cette belle surprise. C'est vrai que je ne m'y attendais pas du tout. C'est tombé comme ça et vous m'avez vraiment surpris sur le coup. Merci une fois de plus pour cette belle surprise. Mais à côté de la joie également, il y aura peut-être une petite note de tristesse parce que là, je vais vous inviter également, mais cette fois-ci, à observer un instant de silence ou encore une minute de silence à la mémoire de cet analyste, ce grand homme, cette grande bibliothèque, j'allais dire, du monde sportif qui nous a quittés il y a quelques jours seulement, Fabien Bobo, qui s'en est allé. Ben, avant de prendre la première halte de cette émission, on va observer une minute de silence en sa mémoire. Voilà, merci pour ce moment. Réservé à ce grand homme qui nous a quittés. On va sans transition passer à la première halte de cette émission, notamment les échos des arènes. Et je vous le disais, on commence avec du basketball cet après-midi pour parler de ce tournoi, notamment le championnat professionnel de basketball Youssou Elite qui est annoncé pour ce week-end dans la ville de Douala et de Yaoundé. Et pour ce qui est de ces rencontres, il faut le dire, notre reporter Thierry Karel Eyenga revient sur les affiches et même les enjeux de cette programmation. Je vous invite à suivre son reportage. Le club des Falcons de Yaoundé remonte au créneau ce week-end pour disputer 2 rencontres déterminantes pour le compte des 11e et 12e journées du championnat Youssou Elite de basketball. Ces confrontations qui s'annoncent électriques opposeront les bleus et blancs de la capitale à 2 adversaires redoutables du littoral, notamment Mongozone et école de basketball. Un premier affrontement face à Mongozone promet d'être un véritable duel de haut niveau. Cette équipe, reconnue pour sa puissance physique et son jeu collectif parfaitement rodé, figure parmi les favoris du titre pour cette saison. Les Falcons doivent relever un autre défi d'envergure dans un match qui les oppose à l'école de basketball, une formation réputée pour sa discipline tactique et sa capacité à déstabiliser ses adversaires. Dans les gradins, l'effervescence est à son comble. Les supporters des Falcons, pleins d'espoir, attendent de voir leur équipe au sommet du podium après ses prestations déterminantes. Les chants et les encouragements s'annoncent vibrants, promettant de transformer le terrain à une véritable arène survoltée. Ces 2 rencontres marquent un tournant crucial pour les Falcons de Yaoundé qui veulent confirmer leur place parmi les meilleurs du championnat. Après un début de saison encourageant, l'équipe doit désormais prouver qu'elle peut rivaliser des talents avec les ténors de la compétition. Sous la houlette de leur entraîneur, les joueurs intensifient leurs séances d'entraînement, peaufinant leur automatisme et renforçant leur cohésion pour être fin prêts à relever ces défis décisifs. Et pendant que Falcons continue de peaufiner sa stratégie avant d'entrer dans la compétition ce week-end, c'est également le même son de cloche du côté du Maroc où les Lions indomptables du Cameroun s'apprêtent à affronter la sélection nationale marocaine de football. Et pour avoir les dernières nouvelles autour de la tanière des Lions indomptables du Cameroun, je vous invite à suivre ce reportage de David Zo. Ambiance de retrouvailles dans la tanière des Lions indomptables du Cameroun, un an après leur dernière sortie officielle. Les pouliches de Jean-Baptiste Bissek affrontent le Maroc ce mardi soir dans le cadre d'un match amical. Pour les nouvelles dans la tanière, l'excitation est au comble. C'est un challenge. Si le coach me donne l'occasion de lui démontrer que la Coupe du Monde n'a pas juste été un hasard, ça a été le fruit du travail.
On espère qu'ici, on pourra élever encore plus le niveau. Moi, l'ambiance dans le groupe est très bien. Déjà, les anciens ont pris la peine de nous accueillir de la plus belle des manières. On ne nous a pas frustrés. On nous donne l'occasion de nous exprimer. Alors, nous sommes fiers. Pour l'entraîneur national, la rencontre de ce soir marque la rentrée sportive au sein de la tanière de Lyon et prépare également la prochaine fenêtre FIFA qualificative pour la Coupe d'Afrique 2026. Il y a déjà les U20 qui montent et puis on a aussi certains qui sont sortants. Et d'ailleurs, quand vous voyez que l'équipe est d'ailleurs très jeune, et c'est justement le but même de ce stage et de ce match amical, c'est de me rassurer déjà et de rassurer aussi celles qui viennent, celles qui arrivent, qu'au bout, on a un projet, on a un objectif. Et l'objectif, on le sait bien, c'est la prochaine CAN 2026 ici au Maroc. Rappelons que le coup d'envoi de cette rencontre sera donné au stade Père Jego de Casablanca à 18h, heure du Cameroun. Merci à David Zo pour ces informations autour de la tanière des Lions indomptables du Cameroun qui descendent dans l'arène dans quelques heures seulement pour affronter cette équipe nationale marocaine en match amical. Retour sur le plateau donc également avec nos invités pour aborder la première halte de ce programme, la pause actu qui revient sur le prix Marc Vivien Foué édition 2025. Les 12 prétendants à l'avant-centre gabonais, Pierre-Emerick Aubameyang sont et la curiosité est celle de savoir ou encore de constater qu'aucun de nos valeureux Lions indomptables évoluant du côté de la première division française ne figure sur cette liste publiée le 1er avril dernier par RFI dans le cadre de cette édition 2025. Comment comprendre cette absence des Lions indomptables évoluant de ce côté dans cette liste? C'est la question qu'on se pose cet après-midi et qu'on va peut-être poser à notre premier invité, Luther. Peut-être commençant par vous. Comment vous lisez cette situation, encore cette information, les Lions indomptables du Cameroun évoluant en France, qui ne figurent pas sur cette liste des 12 prétendants? Ouais, il faut dire que c'est justement à la sueur des statistiques de ces joueurs camerounais qui évoluent au championnat français. Parce que si vous essayez de regarder les 3 derniers mois, il y a rare de Camerounais qui essaient d'être dans l'équipe type de la Ligue 1 française. Maintenant, il y avait peut-être Fabrice Moubagna, mais malheureusement, il a été blessé pendant un moment. Il est disparu sur les scènes. Les autres Camerounais sont en dents de scie en championnat français. Franck Madry peine à retrouver sa place de titulaire du côté de Toulouse. Certains s'en retrouvent. Il y a certes Christophe Faro qui est là, mais les performances de son club ne permettent pas de le mettre au devant de la scène. Vous avez Castelletto aussi qui est dans le même sillage. Donc, véritablement, le prix Marc Vivien Foué est normal de ne pas voir l'absence des Camerounais et de voir plutôt d'autres joueurs africains être élevés. Parce qu'aujourd'hui, c'est le top performance. Et lorsque vous regardez même certains Lions indomptables qui évoluent dans le championnat français véritablement, lorsqu'ils viennent en sélection, malheureusement, il y en a certains qui ne sont pas titularisés au sein des Lions indomptables et ils payent le prix. Donc, aujourd'hui, c'est une véritable question. Et pour moi, peut-être, le bémol de ce prix, moi, je le dis toujours, était de seulement focaliser dans le championnat français. Oui. Pour moi, il fallait l'étendre. C'est vrai, Marc Vivien Foué, c'était un hommage à un Africain. Et en tant qu'Africain, on pouvait l'étendre aussi. Parce que le garder uniquement pour la valeur française, c'est que ça limite les champs parce qu'il y a beaucoup d'autres Africains, oui, beaucoup d'autres Camerounais aussi qui performent. Parce que vous avez, quand vous essayez d'arriver dans le championnat anglais, dans le championnat allemand, il y a des Camerounais, il y a des Africains qui performent. Mais malheureusement, ça donne la conditionnalité que pour être élu dans ce prix, il faut totalement évoluer dans le championnat français. Mais pour revenir, pour clôturer avec votre question, c'est juste normal de ne pas voir les Camerounais là, parce qu'actuellement, en termes de performance, ils ne répondent pas, ils ne sont pas au top, et normal que d'autres pays récoltent les lauriers des nominés. D'autres pays qui récoltent ces lauriers après Karl Toko et Kambi, ça sera difficile de voir un autre Camerounais
Parce qu'au niveau de cette liste, c'est pratiquement les mêmes noms qui reviennent. On parle de Achraf Hakimi, on parle notamment de Lamine Camara, on parle de Simon Moses, parmi tant d'autres noms qui reviennent également. Bernardini, si on revenait également à votre niveau, est-ce qu'à ce niveau, quand même, d'après ce que Luther a eu à évoquer ici, notamment le champ d'action qui n'est pas toujours bien élargi, et même ces Camerounais qui ne sont pas bien mis en avant au regard de la position de leur club au classement, on peut se dire que c'est des facteurs qui jouent en défaveur de ces derniers pour ne pas figurer sur cette liste? Non, je pense que je ne vais pas revenir ce qu'il a dit parce que Luther a évoqué, c'est quelque chose que nous tous on voit, on vit. Parce que les quelques Camerounais qui évoluent, rares sont ceux qui sont titulaires. Christophe, on n'est pas titulaire. Mobagna, oui, il était blessé. C'est peut-être le seul espoir. Mais Castelletto, il joue à Nantes et Nantes est classé 40e au championnat. Donc, pour moi, il n'y a pas lieu de débat dessus. Par contre, il faut se poser la question de savoir pourquoi entre 2018, quand Karl Toko Kambi a eu, à l'époque il évoluait au Skonager, et aujourd'hui, pourquoi il n'y a pas eu, je vais dire quoi, une sorte de renouvellement de la communauté camerounaise évoluée en Ligue 1 au haut niveau, notamment au niveau du 11 entrant. On s'est rendu compte que ça n'a pas suivi. Aujourd'hui, ceux qui sont là, que ce soit les Dalin Yongwa, les Arthur Avom, ils évoluent c'était en Ligue 2, en Ligue 1, ils ne sont pas titulaires, ils jouent les 20 minutes et autres. Peut-être si Baleba restait, s'il n'était pas parti là où il est aujourd'hui en Première Ligue, s'il restait à Lille, peut-être qu'il pourrait figurer dans cette liste-là aussi. Mais là, toujours est-il qu'on va revenir sur des choses qui sont un peu compliquées. On se rend compte très précisément que depuis la création de ce titre-là en 2009, cette taille n'a pas du lieu avec du Maroc avec 3. Donc, en 2010-2011, Gévigny a doublé et on a vu comment ce monsieur performait à la fois en Ligue 1 et avec la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, parce qu'il faut allier les performances en club et également avec la sélection. Non, je vais dire que ça fait partie des critères, Rodrigue, ça fait partie des critères parce qu'il faut être performant en club. La régularité, au niveau du vestiaire également. Voilà pourquoi aujourd'hui, sans toutefois trahir un secret, Achraf Hakimi qui a fini deuxième l'année dernière derrière Pierre-Emerick Aubameyang, il a pole position pour remporter. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui, il est vice-capitaine du PSG et avec le Maroc, il est quand même le leader incontestable sur le terrain et dans le vestiaire. Et donc, tout cela mis en commun, on se dit que le 12 mai prochain, sauf cas de force majeure, Hakimi va son titre. On va également prendre les réactions des autres invités sur ce plateau autour de cette question. Peut-être avec vous, coach, une situation assez inquiétante pour ceux qui voulaient voir les Camerounais figurer sur cette liste. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'il faudrait peut-être retenir ou alors qu'est-ce qu'il faudrait corriger pour davantage, allez dire, se retrouver en pole position pour remporter ce prix? Luther a très bien planté le décor. Quand vous voyez les gros noms, les 12, vous avez Moses, le Nigérian, vous avez Imad Abdali, l'Algérien, vous avez Afra Hakimi, vous avez Lamine Camara, vous avez Elias Beno. Vous allez au niveau des statistiques. Et mon frangin a aussi parlé de la régularité. Il faut être régulier et les statistiques doivent parler. Et vous vous rendez compte que depuis le passage des gens de Makoun, de Achille Mana et le frère qu'on a soupçonné malade là, Stéphane Bia, et à l'occurrence Toko Ekami, c'est un vide total. Et ce n'est pas un fait de hasard. Quand vous regardez le championnat français inondé par l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée, parce que de ce côté, la formation à la base est de qualité. Ils ont pris le temps. Quand vous voyez Metz avec Génération Football, vous avez avec FN Djamba, vous avez plusieurs exemples. Et cela se démontre au niveau du championnat français.
Les quelques joueurs que nous avons, c'est soit ils sont nés là-bas, soit ils ont été formés là-bas. Mais les seuls rares qui viennent directement du Cameroun, on peut citer combien? À part peut-être Baleba, je ne sais pas s'il y a encore 2 ou 3, ou 2 qui sont titulaires en club, qui ont fait les preuves au Cameroun. Donc, cela doit nous amener à nous poser les vraies questions au niveau de la qualité de notre championnat, formation à la base au niveau du Cameroun. Et voilà qui est dit pour cette première prise de parole qui plantait déjà le décor de la prochaine thématique de notre émission cet après-midi. Ce problème de formation à la base, mon cher Marcel, qui revient toujours et qui ne cesse de revenir sur la table pendant que les autres forment à la base. Chez nous, on est peut-être pressé de brûler les étapes et aujourd'hui, ça paye cash. Peut-être pas brûler les étapes. Je trouve pas ça... Je trouve que c'est un peu trop. Revenant aussi à la base, c'est un niveau des relations, il va le dire, hein, des différents partenariats entre nos clubs et les clubs étrangers. On se souvient qu'à une certaine époque, les clubs étrangers étaient intéressés par le Cameroun. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il y ait cette chute drastique de rapport ou bien de relations entre le Cameroun et le monde? Il faut partir. Si aujourd'hui on a ces jeunes qui, nous le disons que pour la plupart, ils sont nés en France et ils y évoluent. Parfois même, ce n'est pas menacé, mais ils sont souvent courtisés d'y rester. Pourquoi? Il faut se poser la question fondamentale du creux qu'on a aujourd'hui. Le creux qu'on a aujourd'hui fait donc en sorte que nos joueurs ne puissent pas connaître en Afrique de l'Ouest. Vous allez voir que, vous venez de dire avec la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a d'excellents rapports avec le championnat français. Vous allez voir que le Sénégal à côté, et vous allez regarder la plupart des noms des joueurs, tant en équipe de France que dans les championnats, vous allez voir qu'ils viennent la plupart de l'Afrique de l'Ouest. Donc ce qui veut dire qu'il y a un travail qui est fait à la base pour qu'il y ait promotion des talents. Mais ici, on a peut-être, il se pourrait qu'il y aurait les managers ne militent pas trop. Ils militent beaucoup plus à vendre les jeunes dans les championnats de seconde zone comme la Thaïlande, de ceci, de ceci. Bon, qu'est-ce qu'on doit s'attendre? C'est le résultat qu'on a aujourd'hui. Et revenant un peu à ce que les confrères disaient sur le prix Marc vient fouiller, sur le prix Marc vient fouiller et pourquoi pas l'étendre. Bon, vous savez, chaque chapelle milite pour sa visibilité. Ça fait en sorte que si un joueur africain, notamment camerounais, veut vite gagner ou bien veut vite briller, il va dire non, je vais en France ou bien veut briller et aller chercher le prix Marc Villon Foué. Ce n'est pas tout le monde. Samuel Eto'o n'aura jamais le prix Marc Villon Foué. Comprenez? Il n'aura jamais ça. Donc, il n'a jamais joué en France. S'il aurait joué, il aurait pris ça, mais il n'a jamais joué. Donc, il faut comprendre, il faudrait qu'on comprenne un peu cela, que c'est aussi une manière pour eux de courtiser le peuple africain afin de leur championnat. Un championnat qui monte également en puissance et au regard des... Cher Alex, je veux juste allez-y. Oui. Pour clôturer, pour sortir de là. Allez-y. Il faut dire aujourd'hui que le Cameroun a cette pléthore, a un avantage sur d'autres que la majorité des grandes nations, des grands championnats se déversent au Cameroun. Oui. Vous avez des clubs comme l'Italie, le Genoa, qui vient travailler avec, sans publicité, une académie ici à Bimassi, Tatsport, qui recrute des joueurs. Vous avez Chypre qui arrive, et c'est ça le véritable problème. Et c'est pour ça que moi, je me pose toujours la question, quel est le rôle de la direction technique nationale? Parce que véritablement, à base de ça, lorsque vous avez une vision, et je pense qu'on va chuter de là avec la deuxième thématique, avec la performance des U17, quand vous regardez la vision, vous vous dites que vous créez une équipe pour horizon 2030. Et pour arriver en 2030, il faut avoir une catégorie. On a un coach qui sait que quand tu commences avec un enfant de 9 ans, tu sais que minimum, tu te donnes 5-6 ans pour que tu le vois même évoluer, avoir son premier match en premier. Mais le pour qu'un enfant a une pointe de vitesse, dès qu'il est un peu à droite, dès que s'il a une avance à qui s'est marqué,
première chose qu'on va chercher, c'est de le vendre. On ne va pas avoir la protection. Aujourd'hui, le Cameroun a eu le même problème que le Brésil et l'Argentine, à un moment donné, qui a demandé de resserrer que les joueurs brésiliens ne sortent qu'à partir de 22 ans pour essayer d'avoir une projection. Aujourd'hui, 17 ans, on veut déjà vendre un joueur et rares sont sur 10 joueurs que vous vendez à l'étranger, rares sont ceux qui brillent. Si quelqu'un n'arrête pas sa carrière après 5 ans, vous le trouvez, il devient mannequin. Donc, véritablement, il y a un véritable problème sur la gestion, le rôle de la DTN aujourd'hui, qui aujourd'hui, on se voit piloter. Aujourd'hui, on jette derrière la DTN, on se jette à la Ligue de football jeune du Cameroun et à un moment donné, on se mêle les pinceaux. Et aujourd'hui, on a les résultats que nous avons aujourd'hui. Beaucoup de joueurs vont maintenant dans des paradis. On va parler ça des paradis fiscaux parce qu'ils vont là où l'argent coule à flot, mais on ne joue plus pour la carrière. Aujourd'hui, on se rassure que maman et papa qui investissent dans le football a de quoi manger lorsque nous jouons au football, malheureusement. Oui, Bernardini. Je vais, Stéphane a évoqué les questions. Bon, en fait, il a fait allusion à la Côte d'Ivoire. Il faut comprendre que le contexte économique n'est pas le même parce que quand il parle de la DTN, c'est l'institutionnel. Il y a aussi que quand il parle des académies ou bien des écoles de formation qui vendent très tôt, c'est pour des questions d'argent aussi. Parce qu'on ne laisse pas le produit arriver à maturité. Oui. Pour pouvoir le vendre. Donc ce sont des questions économiques qui se posent. Est-ce que, je vais dire quoi, notre société aujourd'hui est assez stable économiquement pour pouvoir permettre à la fois à la Fédération camerounaise de football de mettre sur pied une véritable ligue de football jeune qui a des moyens financiers colossaux, des moyens financiers qui vont permettre à ce que cette ligue-là puisse s'étendre dans tout le Cameroun pour pouvoir mener ces actions, les tournois de détection, de recrutement et autres. Les écoles de formation ou bien les académies, est-ce que ils ont également assez de moyens pour pouvoir garder les éléments qu'ils auraient formés jusqu'à 17-18 ans? Toute cette question-là, parce qu'en Côte d'Ivoire, pour sans publicité, le championnat ivoirien est diffusé sur Canal. Vous voyez, ça fait une autre visibilité. Oui, une autre visibilité. Et il y a aussi que plein de clubs ivoiriens sont toujours, évoluent toujours dans les compétitions africaines. Vous voyez que c'est un plus de deux, il y a que ça attire parce que les salaires sont régulièrement payés et le pouvoir d'achat là-bas est conséquent. Un gars peut s'établir là-bas, il joue sans problème et quand il part de là, il arrive en France, sans surprise, il est titulaire. Par exemple, il y a un Ivoirien qui est quitté en France, là, il joue actuellement en Angleterre, il est titulaire en défense centrale. Combien de Camerounais peuvent quitter ici en autre championnat MTL, arriver en France et être titulaire directement? On en compte au bout des doigts. Donc, cela remet également au bout du jour les questions d'économie et de puissance financière que doit mobiliser à la fois l'État, les institutions et les entrepreneurs privés. Oui, coach. Excusez-moi, je crois qu'il doit y avoir une véritable politique parce que nous avons un problème. Au Cameroun, c'est qui le centre de formation? C'est qui l'école de foot? C'est qui l'académie de foot? Vous allez vous rendre compte qu'à Yaoundé, il y a minimum, si je peux m'abuser, plus de 800 centres de formation. Fictif, réel et tout. Pas de terrain d'entraînement, pas de matériel, pas de suivi. Parce que Luther l'a bien dit, lorsque vous prenez un enfant de 8 ans ou de 7 ans, arrivé à 17 ans, il aura 10 ans de formation. 10 ans s'il a suivi le cursus. Mais vous allez voir aujourd'hui, tel centre est créé, l'enfant fait 2 mois, après ça disparaît, l'enfant est ailleurs, et ainsi de suite. Il ne peut pas avoir un cursus comme un cursus scolaire. Il faut une nouvelle politique. Qui est centre de formation? Qui est école de football? Qui est académie? Bien. Le frère a parlé maintenant de la confiance entre les clubs européens et les clubs africains. J'ai eu la chance de faire venir quand même parfois quelques partenaires et vous l'amenez, je ne veux pas pour ne pas le citer, dans un club mythique. Oui. Il se rend compte qu'il travaille dans la poussière à Mimboman et il est étonné. Aucun club n'a une structure, n'a un stade d'entraînement, n'a ses propres installations. Si nous enlevons que les brasseries ou bien au Popo ou peut-être Coton Sport de Garonne, on ne fait plus le label Cameroun. Il n'y a aucun club sérieux
qui peut venir signer un partenariat avec vous et vous travaillez dans la poussière. Et vous avez à peine 1 ou 2 catégories et 2 ou 3 ballons. Vous n'êtes pas sérieux. Il faut un véritable programme comme Luther l'a dit. Quand vous avez une vision, Génération Football a commencé sur 1 hectare. Et il se retrouve maintenant sur 46 ou 48 hectares. Parce qu'il a eu une vision, il a présenté quelque chose de potable et on lui a fait confiance et il a été accompagné. C'est sur ce chemin qu'on doit essayer de se mettre au Cameroun. Je martèle encore sur le problème des managers, des joueurs. Pensez qu'ils ont également leur part dans cette affaire. Excusez-moi. Parce qu'on parle du produit Cameroun qui doit être vendu. On sait bien, comme vous le dites très bien, qu'ils sont au bas de l'échelle. Oui, là c'est normal. Mais où est-ce que nous vendons nos produits? Où est-ce que nous vendons nos produits? Vous avez dit qu'il faut nourrir la maison. C'est vous savez qu'on va... Parce que tel manager a, on appelle ça entre parenthèses, je cite, réseau de peut-être Taïwan, peut-être... Mais Taïwan, c'est quoi par rapport à la carrière d'un enfant? Sans insulter, hein, mais je dis par rapport à un enfant qui a le potentiel. Voyez-vous, à la base, et revenant même à ce qu'il s'était en train de dire, le mal est vraiment criant. Là, ça nous permet de rebondir en disant que ces enfants-là, est-ce qu'ils sont bien suivis même à partir de la maison? C'est un autre problème. Nous sommes en train de partir même de partout, mais le problème vient fouiller, le problème primaire vient fouiller. Nous ramène à notre triste réalité de savoir est-ce qu'à la base, nos produits que nous vendons en Europe, notamment en France, ont de la qualité et est-ce qu'il s'agit des bons managers? Et ceux-même, regardez aujourd'hui, Baleba, Baleba n'est pas allé dans un piètre club. Vous venez de le dire. Piètre club, il est allé en France. Abouaka Vincent, je pense qu'il a été à Lorient. Je pense qu'il s'appelle comment? Tchédjou. Aurélien Tchédjou. Aurélien Tchédjou. On ne peut plus citer les autres cadors. Donc je pense qu'à la base, il faut avoir celui qui te tient la main et pour la France afin d'espérer un tel prix. Parce que celui-là te suit depuis et il va te vendre cher. Et voilà qui est dit, on prend cet élément qui présente véritablement les visages qui sont déjà connus, notamment les 12 candidats à ce prix Marc Vivien Foé 2025 et puis on revient derrière. Faris Pemi Mumbanya, blessé depuis septembre 2024, Franck Magri, Christopher Wu ou encore Jean-Charles Casteito, aucun de ces noms n'est sur la liste des 12 finalistes au prix Marc Vivien Foé, édition 2025. À croire que les performances de nos Lions indomptables évoluant en Ligue 1 ne sont pas assez concluantes. Depuis la création du prix en 2009, les footballeurs camerounais ont souvent brillé dans cette distinction qui depuis 2011 porte le nom de Marc Vivien Foé. L'attaquant Karl Toko Ekambi, champion d'Afrique 2017 et vainqueur de ce prix en 2018, devra encore attendre pour voir son successeur camerounais. Parmi les grands habitués, le latéral droit marocain sociétaire du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, est toujours là et fait plus que jamais figure de grands favoris, tout comme l'Algérien Amine Gouiri, passé de Rennes à l'Olympique de Marseille et auteur de bons débuts sous les couleurs phocéennes. Le Nigérian Moses Simon de Nantes et le Sénégalais Lamine Camara, sociétaire de l'AS Monaco. Pour ce qui est des nationalités les plus représentées dans cette édition 2025, la Côte d'Ivoire et le Sénégal répondent présents avec 3 éléments chacune. Vainqueur du trophée pour la 2e fois de sa carrière l'an dernier, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, parti cet été en Arabie Saoudite, connaîtra son successeur le 12 mai prochain après le vote d'un jury de journalistes spécialisés et d'anciens footballeurs. Voilà donc bon retour sur le plateau, mesdames et messieurs, après cet élément qui revenait avec ces différents visages. On va peut-être faire un dernier tour de table autour de cette question avant d'aborder la thématique centrale de cette émission. Alors Luther, qu'est-ce qu'il faudrait définitivement faire? Est-ce qu'on devrait revenir à la base, comme le disait le coach Stéphane sur ce plateau, pour, n'est-ce pas, avoir
une véritable pépinière, avoir un véritable suivi autour de ces jeunes joueurs ici encore au Cameroun avant de vendre ces derniers pour les championnats en Europe? Je vais répondre de manière très froide. Il a martelé, le coach a marqué quelque chose d'important. On ne sait pas qui est académie, qui est école de football. Il faut d'abord faire le ménage à ce niveau. Il faut d'abord faire le ménage à ce niveau. Parce que c'est la même chose que le MINAT est en train de faire pour les églises. Parce que vous ne savez pas où on va, qui fait quoi. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de pas dire. Et je crois que je vais m'avancer même sur la deuxième thématique. Oui. Le match Cameroun-Égypte, le petit neuf qui joue, on te dit qu'il joue en équipe première du Zamalek. Donc, il t'a déjà. Donc, il a passé tout un cursus. Il est quitté des Benjamins, cadets, juniors, équipe réserve, et il est monté. Et quand tu le vois jouer, tu sens qu'il a déjà une maturité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut qu'au Cameroun, on implémente ce qu'on appelle la formation. On a la chance, qu'on aime souvent dire, Dieu a béni le Cameroun. Oui, tu peux être né avec le talent, mais si on ne l'encadre, si on n'encadre pas ce talent-là, si on ne le polit pas, oui, il ne devient pas du saphir. Il devient, tout le monde, tu vas sera jeté à la poubelle. Aujourd'hui, pendant des années, 2000, 98, 2000, 2002, c'est une génération qui a été préparée depuis 1994. Après cette 2002, quelle génération qu'on a eue? La génération 2003, avec les Stéphane Balé, Landry Nguemo, on a vu la réjouissance de ce que ça a donné en 2008, jusqu'aux Jeux Olympiques. Après, il n'y a plus une autre génération. Parce que quoi? Parce qu'on fait souvent la chose du hasard. Mais lorsqu'on essaye de construire quelque chose de vrai, on a une projection. Mais la crainte que nous avons, c'est que lorsque nous avons une génération, nous la perdons. Nous avons perdu la génération Jacques Zoua, avec les Ekeng et tous autres, les Songo. Ils sont partis. Parce qu'il n'y a pas eu de suivi, il n'y a pas eu d'encadrement. Ce qu'on veut, on doit créer ce qu'on appelle, c'est ce que je dis, il faut que la direction technique nationale fasse son job. La Ligue de football jeune du Cameroun fasse son job. Il ne faudrait plus qu'on se réunisse à travers des labels qui organisent des compétitions. Dès que 2-3 joueurs sont bons, on les vend, ils disparaissent. Dès qu'ils brillent un temps, dès qu'il est à son moment de gloire, on le rappelle. Non, on a besoin de faire une projection. Mieux ne pas participer, comme le Nigeria l'a fait pendant une certaine année. Mieux on se sacrifie de ne pas participer à certaines compétitions, mais on construise une génération, des générations qui vont permettre que le Cameroun pourra gagner effectivement. Barcelone aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont dit ok, que d'acheter des joueurs qui nous coûtent charmant cher, revenons à la base. Et aujourd'hui, nous avons depuis peut-être près de 20 ans, une sorte de génération, les Pedri, les Yamil Lamal, ainsi de suite, ainsi de suite. Et aujourd'hui, c'est ça. Pourquoi on ne veut pas copier le bon exemple? Il a parlé d'un contexte, le contexte véritablement africain. Est-ce qu'on est prêt d'abord d'accepter qu'un joueur de football puisse toucher 200 000 francs? Première question. C'est la première question parce qu'il a parlé du contexte. En Afrique de l'Ouest, c'est validé. On se dit, oui, c'est un métier noble. On a vu le chef de l'État dire que les motos-taxis, c'est un bon métier. Mais est-ce qu'on accepte qu'un footballeur peut être payé 200 000? Parce qu'on trouve qu'au Cameroun, on continue à dire que le footballeur, c'est celui qui a raté sa vie. Et je voudrais que ça commence à changer. Donc, moi, voilà, pour sortir de là, pour arriver au prix Marc-Vivien Foué. Oui. Pour qu'on sache que quand on sort, on est 100 joueurs qui vont sortir du Cameroun. On sait au moins que sur les 100 joueurs, on en a 25 qu'on a positionnés en France, 25 en Angleterre, 25 en Allemagne. Et là, on sait au moins ce que dans 2-3 ans, on aura certains qui pourront gagner des prix Marc-Vivien Foué. Et voilà qui est dit. Peut-être une autre réaction autour de ce sujet avant de passer à la prochaine thématique. En 16 ans, on a eu un seul Camerounais. Et à côté, on a eu 5 Ivoiriens. Pour un prix qui porte le nom d'un compatriote. Donc, c'est assez évocateur. On ne va pas revenir sur des questions de formation. On va les évoquer dans le sujet suivant. Oui. Mais il faut juste noter que ça fait froid au dos de l'entente. Mais c'est la dure vérité. Aujourd'hui, on ne va pas reconstruire les choses avec cet exécutif-ci. Peut-être pas avec cette décennie-là, mais il faut se dire que la génération 2000-2002, comme il a dit tantôt, elle a été préparée une décennie en avance. Donc, pour espérer gagner le prix Marc-Vivien Foué, pour espérer qu'un Camerounais puisse remporter le prix Marc-Vivien Foué, il va peut-être falloir attendre la décennie 2030. Parce que si on prend conscience, c'est comme décider de mettre les jalons pour quelque chose d'assez solide, d'assez bien fait. Ça ne sera pas pour demain. Donc, nous, on reste
on encourage ceux des Africains qui sont en lice pour ce prix-là. Et on se dit que peut-être, comme il a souhaité avant Luther, de voir qu'on puisse l'élargir. Mais là, il va falloir revenir sur les organisateurs, faire un plaidoyer à leur niveau là pour qu'ils intègrent d'autres critères. En espérant que cela ne va pas mettre en péril leur envie de rendre visible davantage le championnat. Bon, vous savez, c'est le même problème qu'on a avec, je vais dire quoi, avec le championnat d'Afrique des Nations qui circonscrit, je vais dire quoi, les éléments qui doivent y participer au contexte local, c'est-à-dire qu'il faut évoluer dans le championnat de ton pays. Or, on a des bons talents qui évoluent dans les autres championnats en Afrique, mais on voit le niveau du champ aujourd'hui. Donc, c'est les choses qu'on met en place, il faut qu'on ressente quand même une dynamique qui épouse le contexte, qui épouse l'évolution normale des choses. Parce que aujourd'hui, le prix Marie-Vivien Foué a ses critères, mais ça ne doit pas être des critères figés. Il faut qu'il y ait des mouvements, bien des personnes qui peuvent venir apporter une nouvelle énergie ou bien une nouvelle vision qui va faire en sorte que ça puisse avoir davantage de visibilité et de grandeur. C'est tout ce qu'on souhaite. Mais en attendant, on dit bravo à ceux qui sont nominés et on attend le 12. Vous avez déjà donné votre candidat. Oui, Achraf Hakimi, parisien et que vous êtes du Paris Saint-Germain. Pas seulement. Coach, peut-être une dernière réaction sur ce sujet. Je ne vais pas réagir sur ce que le frère vient de dire. Nous ne pouvons pas imposer les Français à créer d'autres critères. Ils sont en train de vendre le label de la Ligue 1 et ils ont eu un nom, Marc-Vivien Foué, qui est une référence. S'ils créent de nouveaux critères comme ils le souhaitent et que chaque année, c'est un joueur évoluant en Allemagne, en Italie ou en Angleterre qui remporte, ça veut dire que le championnat de Ligue 1 ne sera pas visible. Et maintenant, au niveau du CHAN, je crois que l'idée première de la CAF en organisant cette compétition, c'était pour relever le niveau des championnats sur le plan local. Si vous n'arrivez pas à relever le niveau de votre championnat, ce n'est pas la faute à la CAF. Vous avez des joueurs qui évoluent en Tanzanie, qui évoluent en Algérie, mais ce n'est pas votre championnat. L'idée première était d'amener les pays à relever le niveau de leur championnat pour permettre aux jeunes de participer au CHAN. Bon, maintenant, on veut chercher les raccourcis. Non, il faut qu'on ne pas prendre celui qui évolue à tout-puissant Mazembe. On ne pas prendre celui qui évolue. Non, ce n'était pas ça l'idée. Et si on le fait même, nous sommes les grands perdants. Parce que si maintenant, on signe cette note-là, qui nous autorise à prendre les joueurs qui évoluent ailleurs, on va se retrouver avec 18 joueurs sur 22 évoluant à l'extérieur. Ça peut bénéficier à qui? Même si on rapporte le champ, ça ne nous bénéficie à rien. Parce que ça ne va pas permettre à notre niveau de championnat d'évoluer. Donc c'est un peu sur ces deux points que je voulais rebondir. Et voilà qui est dit. Peut-être on va passer à la deuxième thématique, ou alors la thématique centrale de cette émission. On s'intéresse au football jeune en faisant également le lien avec l'élimination des Lionceaux, l'équipe nationale du Cameroun des moins de 17 ans à la Coupe d'Afrique des Nations qui bat son plein du côté du Maroc. On en parle après cette légère transition.
retour sur le plateau, mesdames et messieurs, après cette légère transition par la présent football jeune autour de ce plateau pour revenir avec l'élimination des Lions indomptables du Cameroun du côté de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tient actuellement au Maroc. Une équipe camerounaise qui avait pourtant du potentiel au niveau du jeu, mais qui n'arrivait pas véritablement à conclure avec des victoires et qui sort donc de cette compétition en phase de poule. Les pouliches du coach Alioune Seydou seront bientôt de retour au bercail, la queue entre les jambes, mon cher Marcel Mokongo. À ce niveau, est-ce qu'on pourrait encore parler de la détection technique nationale ou alors c'est un problème de manque de maturité dans le jeu de la part des joueurs ou même encore après ce tournoi de l'UNIFAC remporté haut la main par cette équipe camerounaise, on a vu comme une sorte de surconfiance du côté de cette équipe nationale U17. Véritablement, quelle lecture on peut faire de cette élimination? Merci de l'occasion qui m'est donnée de m'exprimer dans ce domaine qu'on appelle le football aujourd'hui. Ça fait mal. Ça fait très mal. Pourquoi? Parce que on a vu ces enfants avec avec un potentiel immense côté individuel. Ils étaient engagés. Ici, je pense la semaine dernière, certains m'ont étiqueté, m'ont mal étiqueté. Pourquoi? Parce que je voyais, ou bien j'ai vu des joueurs qui ont du potentiel, mais qui n'ont pas cru en eux. Ils n'ont pas cru en eux. Et ce qui a laissé, je vais d'abord parler du dernier match. Oui, afin face à l'Égypte. Oui, afin de revenir à la kyrielle de questions que tu as eu à poser. On a eu des jeunes qui ont un talent immense, mais comme on parlait de cohésion, qui manquait de cohésion, qui manquait de finition. On a eu cet attaquant, ce neuf, qui voulait vraiment faire des choses, mais quelque part, ça ne donnait pas. Ce n'est pas Alioune Seydou, Seydou Alioune, qui ira encore jouer au stade à leur place. Non, comme on le dit souvent des autres équipes. Quand un enfant veut aller loin, il performe afin d'aller. Il performe pour que ses qualités, pour qu'on puisse voir ce qu'il a en lui. C'est ce qu'on aurait voulu voir, on aurait attendu de ses enfants en termes de... Bon, maintenant revenons à la base. À la base, qu'est-ce qui n'est pas fait? Qu'est-ce qui n'est pas fait? C'est le suivi. Est-ce que, bon, pas seulement le suivi, la détection même des talents. La détection des talents, parce que le gardien que nous avons, je me suis demandé, est-ce qu'il passe le temps à regarder André Onana? Excusez-moi, André Onana, c'est le meilleur au Cameroun en termes de gardien aujourd'hui. Actuellement, n'est-ce pas, encore en jambes, c'est le meilleur. Mais, quand un enfant passe le temps à faire de l'André Onana alors qu'il n'a rien d'André Onana en lui, ça fait encaisser contre le Burkina. Inutilement. Ça fait des erreurs. Il monte, il descend, ça fait, et il se... rien. Au niveau de la détection des talents, est-ce qu'il y a une franche, une franche communication qu'on adresse à ces enfants? Qu'ils les remettent d'abord à leur place. Là, je reviens sur ce que vous avez dit sur la surconfiance que les uns et les autres sont mis après l'UNIFAC, les jeux de l'UNIFAC. Maintenant, en dehors de la détection des talents, parce que des talents, c'est partout, hein. C'est partout. Le coach, j'espère qu'il ne va pas me démentir ici. Mais je suis sûr que si on prendrait, si on ferait la sélection des gardiens comme des grandes nations comme la France, comme le Brésil, c'est-à-dire on passe sur un critère de peut-être une période de 10 régions. On prend un barème de gardiens, on les met à l'épreuve, et je suis sûr qu'on choisirait celui qui pourrait faire la chose, ou bien ceux qui pourraient faire la chose. Alors pour chuter? Alors pour chuter, oui.
Et pour chuter avec l'encadrement dont j'ai ici. Au Cameroun, nos jeunes ne sont pas bien encadrés. J'aimerais soulever cela à 2 volets. Allez-y. Premier volet, les jeunes ne sont pas bien encadrés parce que les clubs, je ne sais pas, la précarité des clubs, certains clubs sont dits de simples associations de 2-0 et d'autres clubs se disent quand même être sérieux. Deuxième volet, c'est la famille. Faudrait pas souvent que quand on parle... Il y a cet aspect familial qui revient. Qui revient. Oui, parce que lorsqu'on a déjà un enfant qui sort et qui peut-être pourrait ramener un 100 francs, on commence à faire pression sur lui. Je parle des cas. Je n'ose pas dire des cas ici aujourd'hui. C'est-à-dire l'enfant a la pression. Or, le joueur, quel qu'il soit, quel que soit son âge, a d'abord une entreprise. Et lorsqu'on parle d'entreprise bien suivi, ceux qui gèrent même ses revenus. Vous avez vu les grands noms aujourd'hui avec... on a Lamine Yamal, sa maman ne manque pas dans l'équipe. On a Kylian Mbappé, sa maman ne manque pas dans l'équipe. Dans son équipe, ses parents ne manquent pas là. Vous voyez? Donc, ici chez nous, au lieu que les parents encadrent bien l'enfant, les parents voient en l'enfant celui qui ramène seulement et puis bon. On vous a compris. On vous a compris, Marcel Mokongo, sur cette première prise de parole autour de ce sujet. Coach Stéphane, également une lecture peut-être technique de cette compétition, encore de cette élimination du Cameroun. On l'a vu face à l'Égypte, une équipe réduite à 10 contre 11 qui a pourtant mené au score avant de se faire rattraper et puis avant de se faire éliminer par l'Égypte. Est-ce qu'on peut se dire que nous sommes passés à côté de l'essentiel? Rogli, quand j'ai vu votre invitation, j'ai hésité. J'ai hésité parce que je suis de ceux-là qui n'ont pas la langue dans... Quand ça concerne le football jeune. Oui. Où est partie la génération du coach Ebouele? Où est partie la génération du coach Libi Thomas? Où est partie la génération du coach Fiala? Le coach Fiala a été muté pendant qu'il préparait déjà un groupe chez les U15. Quand son remplaçant est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a balayé de revers tout ce que le coach Fiala avait déjà fait. Est-ce qu'il s'est rapproché? Ça veut dire que comme on va dire au quartier, tout ce qui était chez le coach Fiala était des pieds plats. Première chose. Deuxième chose, le coach est arrivé, est allé directement au tournoi de Limbe et a ramassé ce qu'il a semblé les meilleures facilités. Ça, c'est le raccourci. J'ai eu la chance de voir le coach Ebouele préparer la CAN. C'est vrai, on va dire qu'il a eu assez de temps parce qu'il a préparé pendant 1 an. J'ai vu des entrées sorties, on appelle entrées sorties, les joueurs venaient, ils sortaient, d'autres venaient, ils sortaient pendant 1 an. Et il allait les remporter haut la main. Ensuite, le coach Libi a fait la même chose. Oui. Le coach Fiala est venu aussi, il a fait presque la même chose, malgré le mauvais résultat qu'il a eu à cause de son état de santé. Il n'y a pas que les bons joueurs au Brasserie. Voilà. Il n'y a pas que les bons joueurs à Douala. Voilà. Il faut faire le tour. Moi, j'ai eu la chance. J'ai fait 14 villes pendant les vacances pour une jeune académie qui est en sport-études. Je me suis rendu compte qu'il y a des talents cachés à l'arrière-pays. Et il y a des catégories, vraiment, il faut mettre des gens du terrain. U20, il faut mettre des gens qui vivent au quotidien avec ces jeunes. C'est pas pour on dit souvent à l'église, être... il faut être, pour aider, tel qu'on dit souvent à l'église catholique, on envoie le prêtre, même dans le tréfonds du village, il ne discute pas de sa mission. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Parce qu'ici au Cameroun, dès qu'on dit que tu es coach, tu restes en France et puis on te donne seulement le rendu, les coachs. C'est pas pour être contre la nomination du coach Seydou. Non. Mais le coach Seydou ne réside pas au Cameroun. Oui.
Vraiment, c'est comme on se plaint souvent de la nationalisation de nos banques de touche. Et arrive à moins un mois de la compétition. Nous avons des éducateurs de qualité, des entraîneurs de qualité sur le terrain. Bien, maintenant je vais vous dire encore une deuxième surprise. Allez-y. Je ne regardais jamais le tournoi de l'UNIFAC. Jamais, au grand jamais. Ni à la télé, ni à la télé, ni à aller participer. Oui. Parce que moi, c'est la poudre aux yeux. Pas pour insulter les autres nations, mais je crois que nous n'avons pas un adversaire véritable. Et j'ai vu les quelques images. Nous sommes à la télé, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Oui. Quand j'ai vu des adversaires en face. La question que je me suis posée, c'est, nous avons mis plus l'accent sur le nombre de buts marqués ou sur la cohésion. Et l'élimination me donne ma réponse, à savoir que nous avons mis l'accent sur les buts. 7-0, 9-0, 10-0. Et on se réjouissait de gauche à droite. Mais on a oublié la cohésion du groupe. Nous entrons dans la compétition. Quand je regarde les 3 matchs, véritablement, je ne vois pas l'équipe qui était au-dessus du Cameroun. Mais, quand moi j'ai vu le tirage au sort, quand j'ai vu le Burkina, j'ai dit aux gars, faites très gaffe. C'est des pays qui travaillent à la base. Sérieusement. Maintenant, nous sommes arrivés en compétition, nous avons eu des problèmes pour marquer. C'est pour dire que les 9-0, les 13-0 qu'on donnait, ça nous a endormis. Alors que c'est un flanc qu'on devait travailler, la finition. Je regarde le match contre l'Afrique du Sud. Oui. En face, je regarde les visages. Nous étions largement supérieurs à eux. Mais l'Afrique du Sud est venue jouer à l'usure avec nous, sachant que le Cameroun voulait gagner absolument. Si vous regardez les 15-20 premières minutes, ils nous ont laissé le ballon. Oui. Et puis ils ont recommencé aussi à prendre le ballon, casser les actions, jouer les contre-attaques, casser les actions, jouer les contre-attaques. Et le Cameroun, dans la précipitation, ne faisait que manquer les buts. Et quand je regarde en Afrique du Sud, j'ai vu quelques enfants, on vous dit les Kaiser Chiefs, Malolili Saunders, tel là-bas, même chose chez le Maroc, chez l'Égypte et Burkina. Mais quand vous venez au Cameroun, vous regardez, vous voyez Brasserie, donc là, les mêmes académies. Tout un réseau. Tout un réseau. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, oui. Nous avons encore une autre bataille, la bataille des managers. Les managers gâtent les équipes de nos jours. Voilà. Parce que tout le monde veut vendre son poulain. Et si vous regardez bien, parfois les poulains sont individualistes parce que le manager lui a donné les consignes que tu dois te faire voir. Ça, c'est une réalité qu'il ne joue plus collectif. Il faut pouvoir relever. Effectivement. Parce que, comment on m'explique que sur les, je ne sais pas si c'est 18 ou c'est 22 ou c'est 23 qui ont participé à l'UNIFAC, on a changé ces 6 ou 7. Le coach a vu ces 6 ou 7 là à quel moment? Où? Dans quelle compétition? Pour pouvoir remplacer ceux qui étaient déjà dans un esprit de compétition. Donc voilà encore un autre détail que mon frère a relevé. Ce problème des managers autour des équipes nationales. Trop de managers et qui mettent énormément de pression parce qu'il faut absolument vendre le poulain. Donc pour conclure, nous devons revenir au travail à la base, organiser les compétitions parce que 1000 matchs amicaux n'ont jamais la valeur d'un match officiel. Voilà qui est dit, et c'est par là on retient cette conclusion. Et puisqu'on parle football jeune dans cette émission, avec cette équation à plusieurs inconnus, et parmi ces inconnus, le coach a déjà botté le pied dans la fourmilière concernant ce réseau au niveau des managers, des centres de formation également, et même du banc de touche de nos différentes sélections jeunes. Bernardini, peut-être avant d'arriver chez Luther. Aujourd'hui, le Cameroun est éliminé. Sans doute, on ne pourra pas repartir dans cette compétition. L'heure est désormais aux leçons qu'il faudra tirer pour revenir plus fort prochainement. Est-ce qu'on peut se dire véritablement que au niveau des centres de formation, on ne devrait plus faire ce réseau, on devrait plutôt revenir à la véritable détection? Si oui, nationaliser le banc de touche des équipes jeunes avec
des patrons, encore des techniciens qui sont sur place? Écoutez, encore les staffs techniques dotés des techniciens qui vivent sur place. Le coach Stéphane est responsable de ce qu'il a dit. Parce que moi, je ne veux pas m'avancer. Il a dit la vérité en même temps. Bon, c'est pas établi que c'est une vérité. Il parle avec le regard des techniciens, mais il y a aussi l'émotion par là. Je veux se dire que Besta de Limbe, EBC, Oili, Fondation Tafi, c'est pas les tournois qui sont souvent organisés à la fois par certaines entreprises brassicoles, je ne veux pas citer les noms ici, là on les connaît toutes. Ce sont des tournois qui sont suivis parfois par l'encadrement technique de ces U17 là, ou bien de ces différentes catégories là. Ce sont des tournois qui sont suivis également par la Fédération camerounaise de football. Ce sont des tournois qui sont très souvent suivis par le président de la Ligue de football jeune du Cameroun, M. Kaham Michel. Donc, c'est pour dire que, pour moi, la question de la détection peut-être ne se pose pas avec acuité, mais davantage la question du choix des managers de ces équipes-là. Quand il dit manager, c'est le staff technique en lui-même. Hein. Oui. Parce que il a évoqué une question parlant de Seydou Alioum, où il dit qu'il ne réside pas au Cameroun. C'est un problème, si cela est vrai, c'est un problème parce que chez au blanc, entre guillemets, de ne pas résider, de ne pas parcourir nos stades, notamment des MTN Elite One, pour pouvoir voir ce qui s'est fait comme football chez nous et peut-être par là détecter un talent qui viendrait renflouer l'effectif des Lions notables du Cameroun et nous-mêmes Camerounais faire la même chose. Ce sont des choses qu'il faut décrier et qu'il faut dénoncer. Parce que le football jeune, c'est au quotidien, c'est à la fois les tournois, c'est aussi visiter les centres de formation, voir comment est-ce que ces enfants-là travaillent au quotidien, où est-ce qu'ils vont à l'école. Mais apparemment, ce sont les mêmes noms en termes de centres de formation qui reviennent. Donc, si elles sont les mêmes noms... Ça veut dire que c'est la référence? Je ne veux pas dire la référence, mais quelque part, c'est un peu l'élite. Parce qu'il a parlé de l'arrière-pays. Oui, l'arrière-pays, mais c'est pas trop l'organisation par là. C'est vrai qu'il y a des génies qu'on peut retrouver là-bas, mais il faut que la Ligue de football jeune fasse son travail. Est-ce que la Ligue de football jeune fait son travail? Je ne pense pas. Est-ce que le championnat jeune, on a fait le lancement? Est-ce qu'il y a eu un suivi? Est-ce qu'il y a une suite en fait? Est-ce que vous qui parcourez les arènes de football au quotidien, vous avez ressenti qu'on joue le football jeune? Non! Ce sont ces académies-là, à travers peut-être des entreprises qui, parfois, un tournoi n'est pas un championnat. Oui. Voilà, un tournoi ne peut pas être un championnat parce que les profils et les modalités ne sont pas les mêmes. Moi, je continue de dire que peut-être qu'aujourd'hui, ça nous donne l'occasion de revoir le staff technique de cette catégorie de nos lions indomptables là. Parce qu'il est vraiment urgent. Parce que le coach, ce n'est pas son premier flop. Hein. Il est passé avec les Apes, ça n'a pas été aujourd'hui. Il a essayé de rebondir, on se rend compte que ce n'est pas toujours ça. Je vais sortir en évoquant, je vais dire quoi, les performances de ces lionceaux-là lors du tournoi INIFAC. Quand il a dit que lui ne regarde pas ça, bon, c'est pour lui là-bas, mais sauf que pour la jeunesse au quotidien, oui. C'est aussi bien de voir et peut-être de tirer la sonnette d'alarme de ceux-là qui organisent, qui animent la jeunesse au quotidien. Parce que quand on voit Franck Louma, le gars de Besta of Limbe, qui a marqué, qui a été meilleur buteur de l'équipe nationale du Cameroun lors du tournoi INIFAC. Et on voit comment il est passé à côté durant cette canne-là. On se pose des questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché entre-temps? Est-ce que c'était une erreur de l'avoir sélectionné? Ou alors est-ce que les buts qu'il marquait durant les 7-0, les 9-0... C'était également en fonction des adversaires qu'il avait en face. En fonction des adversaires. Le niveau n'était plus le même. Mais toujours est-il que nous tous nous savons, nous avons vu ces rencontres-là de nos lionceaux durant cette canne-là. On se rend compte qu'il y avait quand même du niveau. Mais les gars n'arrivaient pas à finir. En dehors de ça, il y avait que, peut-être pour revenir à ce qui disait que non, il y a eu des consignes des managers et autres. D'autant plus que parfois les écoles de foot ou bien les écoles de formation s'affrontent quelque part. Parce que Dauphine Academy a ses gars,
il y a EBC qui a aussi ces gars. Et c'est aussi une vitrine pour ces écoles-là de présenter les meilleurs éléments et de les vendre. Donc c'est là qu'il y a un problème de coordination et qui doit huiler tout ça, faire en sorte qu'on revienne, et veut dire quoi, que ce soit le Cameroun qui est mis en avant, non les écoles ou bien les académies de football. C'est la fédération, tu vois. Donc, moi je me dis, les torts sont partagés. Il ne suffit pas seulement de tirer sur, je veux dire quoi, la Ligue de football jeune ou bien les académies, les écoles de formation et dire que non, ce sont eux les responsables. Il y a un travail de fond qui doit être fait, de coordination qui doit être fait. Et tel que les choses sont en train d'aller, on n'est pas prêt de sortir le Belge malheureusement, mais ne laissons pas cette jeunesse-là, ne disons pas qu'il n'y a pas de bons éléments dedans, parce qu'il y a des pressions financières derrière et qu'on ne peut pas espérer. Il y a lieu d'espérer, mais il faut juste qu'on revienne à des meilleurs sentiments et qu'on recentre, qu'on remette, comme on dit souvent au village, l'église au centre du village et qu'on fasse les choses bien comme elles doivent être faites. Qu'on fasse les choses bien et pour y arriver, il va falloir bien évidemment proposer des solutions, mon cher Luther, autour de cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, véritablement, face à ce problème, on est en lieu de se poser la question de savoir si les différents membres du staff technique font leur travail et si cela est fait, comment capitaliser sur la méritocratie, parce que véritablement aujourd'hui, c'est plus véritablement le cas, même si au niveau des performances, des fois, ça nous pousse le contraire. Je vous répondrai de manière froide, la méritocratie est segmentée. Yaoundé Douala. Point barre. J'ai apprécié les deux interventions du coach et de mon copaniste. C'est très point, mais il y a un manque de vérité. Moi, j'ai la chance de faire le championnat jeune. À Djoum, on joue au ballon. Mais tu n'as jamais vu Kaham descendre à Djoum. La ligue régionale du football jeune, quand ça se joue à Ebolova ou à Sarr minimum. J'ai jamais vu Yaoundé venir là. On prend, comme on a décentralisé ou on a déconcentré les services. J'ai assisté à 2 fois les phases finales qui se sont jouées. La première fois c'était en Bangomo, la deuxième fois c'était, je crois, au centre technique. En Bangomo, c'est la première édition que j'avais vue, elle était magnifique. J'ai vu Kaham, mais je n'ai pas vu les brasseries, je n'ai pas vu ces centres de formation et je n'ai pas vu ces grands entraîneurs. Parce que dans leur tête, c'est vrai, il y avait Coton Sport, il y avait Djoum, il y avait certains qui venaient un peu de différentes régions. Et tu te retrouvais 10 régions représentées. Ma tristesse, c'est que quand tu suis les regroupements, il n'y a aucun qui ont participé aux phases finales de la Ligue de football jeune. J'ai dit aucun. Si on me cite un nom, moi je suis prêt à mettre même ma carrière en jeu. Il n'y a aucun. Deuxième édition, on arrive quand même à faire une phase finale. Il n'y a aucun qui n'est suivi. Ça revient à ce que le coach dit. Il est obligé, entre guillemets, qu'une entreprise organise un tournoi ou a des sponsors étrangers qui arrivent. C'est là où tu vas voir la présence du staff technique là, qui va se mettre à détecter. Mais arrêtons le fond. Arrêtons ce fond. Je vais applaudir une seule chose. Ils ont pris le risque d'amener des académiciens à une compétition internationale. On applaudit. Mais en face de vous, ce n'étaient pas des académiciens qui jouent au ballon, même s'ils avaient 17 ans. Quand tu regardais le Burkina Faso, il y avait de la maturité en face de vous. On perd contre le Burkina parce qu'on a un zèle de confiance. Donc les enfants savent qu'ils sortent de l'UNIFA, ils ont mis 27 buts. Et qu'ils ont battu également le Maroc. Oui, ils ont battu 8-3 le Maroc. Peut-être qui était en rotation, ils arrivent avec un zèle de confiance. Les 2 buts qu'on prend, c'est les zèles de confiance. Les 2 buts qu'on prend. Et quand on arrive contre l'Afrique du Sud, on veut essayer de rapporter, mais il y a ce qu'il dit, il a dit quelque chose d'important. Pourquoi la performance qu'on a fait à l'UNIFA n'est pas là? C'est parce que les managers ont mis que je vais te vendre à tel. Il n'y a plus de cohésion. La cohésion n'existait pas. Il y avait plus d'individualité. Parce que tout le monde voulait se positionner. Le dernier match, ce gardien, moi je ne sais pas, si on veut le vendre, donc on le vend. Mais ce qu'il nous a prouvé là, c'est qu'il n'a pas la maturité de jouer dans tes cages. Et en plus, tu vas savoir que c'est un aîné pour tous ces gars. C'était l'aîné, ce gardien de but, capitaine, il était aîné. Mais Maria, il n'a pas pu. Le problème de la vision aujourd'hui, c'est quoi? Il y a 2 ans, on avait 2 ans. 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 On avait
C'est Doualoum, je ne vais rien reprocher en tant que joueur, il était magnifique. Mais en tant que cadreur, en tant que technicien, il n'a pas eu le dialogue qui différencie de la compétition UNIFAC et celle de la Coupe d'Afrique. Il a martelé quelque chose. Il y a une génération qu'on a perdue. Je me rappelle la saison dernière, on avait au moins 4-5 joueurs qui avaient dans les 16 ans. On a le plus jeune de Victoria United, c'est Inongacho qui a été vendu. Et non, qui est parti. On avait le Boris Mfumu de Fortuna. Oui. Et on va dire que la limite d'âge, il était limite. Mais pourquoi on ne les appelle pas? Pourquoi? Parce que les managers sont venus s'accaparer la gestion de l'équipe nationale U17. Et c'est ça le véritable problème. Il a martelé quelque chose sur l'encadrement technique. Dès qu'on balaye l'entraîneur, on balaye tous ses enfants, on dit qu'il a positionné. Non, la politique du football, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, il faut être dans le suivisme. C'est comme si vous me dites que vous nommez un préfet. Il vient trouver que l'ancien préfet a fait les dossiers, il balaye tous les dossiers, il les met dans un tiroir, il dit que bon, maintenant on recommence à zéro. Ce n'est pas bon. Parce qu'on a ce problème-là, on a un éternel recommencement. Et aujourd'hui, on n'a que les larmes pour pleurer. On va s'acharner sur ces deux allumes. Oui, ne réglez pas le problème. C'est un problème d'abord qu'on doit régler. Deuxièmement, c'est la gestion du recrutement. Quand on recrute ces entraîneurs, est-ce qu'ils s'asseyent avec la direction technique? C'est la question que moi je me pose. Parce qu'ils travaillent en main? Oui, parce que moi j'ai l'impression que quand on le nomme, lui il a son couloir, il dit que bon, je vais faire. Or, quand on crée, on nomme ses entraîneurs. Jusqu'à l'équipe Fagnon, même s'il y a une expatriée, on doit s'asseoir en symbiose et se dire, on veut créer, tu as un contrat de 4 ans en équipe A. Donc tout l'effectif qui vient là vient en 4 ans. Donc ça veut dire qu'en 4 ans, on doit produire tel résultat. Si aujourd'hui, le Sénégal qui a gagné la Coupe d'Afrique au Cameroun, c'est l'équipe U17 du Sénégal qui a gagné la CAN. C'est une continuité. Ils sont dans la continuité. Les U20 ont performé. Ils sont dans la continuité. Aujourd'hui, ils sont focalisés maintenant dans le football féminin pour essayer d'apporter cette régularité-là. Mais quelle est véritablement la vision du football jeune au Cameroun? Il n'y en a pas. Parce que pourquoi? On va se focaliser sur 2 grandes métropoles, Yaoundé et Douala. On va regarder le nord parce qu'on s'est dit, hey, il y a quand même un grand club de ce côté-là. C'est pour ça qu'on va regarder. S'il n'y a pas ça, à un certain moment, tu savais que tu avais Canon, tu avais Tonnerre, tu avais Mont Cameroun à Boya. Tu pouvais au moins prendre le risque de parcourir. Mais comme il n'y a pas les grands noms, vous n'en avez pas. Même la colonne sportive du GL aujourd'hui qui essaye de dominer le football camerounais ces derniers temps. Vous ne voyez même pas un jeune positionné de ce côté. C'est un véritable problème. Parce qu'aujourd'hui, le football jeune se limite entre 2 grosses métropoles et on les refuse de descendre. Il a parlé quelque chose d'important. Je veux chuter par là. Oui. Tous les majorités des centres de formation sont à Yaoundé. Je vous dirais même beaucoup pour vous choquer. Il y a beaucoup de clubs qui sont basés à Yaoundé, mais c'est eux qui jouent la Ligue régionale de football au sud. Pour les ligues départementaux dans certains départements environnants, dans Haute-Sanaga, le Nyong-Esso et Au-Lamefoua. Beaucoup qui le font. Mais vous allez voir, je dis bien, quand vous allez à peine des détections, ils vont s'arrêter dans les grosses métropoles, les 10 régions du Cameroun. Mais dans ces 10 régions, ils s'arrêteront dans des tournois regroupés par des top sponsors. Malheureusement, pas par la Ligue de football jeune du Cameroun. Et voilà donc qui a dit oui, qui souhaite rebondir. C'est pas l'équilibre régional. Hein, parce que quand tu insistes avec l'affaire, non, c'est ils ne sont pas venus à Djoum, ils ne sont pas allés dans mon village. Non, moi je suis de la Sanaga maritime. Je pense que c'est pour dire ceci. Oui. Si, je veux dire quoi, les meilleurs, s'il est avéré que les meilleurs éléments qui peuvent représenter, qui peuvent être les ambassadeurs de notre équipe nationale U17, se retrouvent en majorité entre ces 2 grandes métropoles que sont Yaoundé et Douala, on fait avec. Moi, je me dis que parcourir le Cameroun, pouvoir faire la détection, c'est une bonne chose. Parcourir le Cameroun, pouvoir faire la détection, ça élargit encore le champ d'action du staff technique. Mais est-ce que il y a la volonté venant de qui? De la fédération. Est-ce que 2, on leur a donné, on leur a signifié explicitement cette mission? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont les moyens pour le faire? Aller dans l'arrière-pays, les départements et autres? Est-ce que la Ligue régionale, est-ce que la Ligue football jeune les aide dans ce sens-là? Est-ce que la DT les aide dans ce sens? Donc il y a tout cet ensemble de choses qui peuvent mettre en place. Ce que je te dis sur le rôle de la DTS. S'il vous plaît, petit mot
pour revenir à ce que Bernadette dit, et c'est pour soutenir ce que lui, plutôt, il a été en train de dire. Est-ce que vous savez que la FECAFOOT a donné l'opportunité à chaque championnat de vacances, à chaque tournoi de quartier, de les inviter? Est-ce que vous savez ça? Moi, j'ai déjà assisté à une organisation dans l'équipe j'ai été, c'est-à-dire celui qui est là, qui monte, qui descend avec les papiers. Nous étions à la FECAFOOT, nous étions, je suis de la même foi, comme il était en train de dire, mon village c'est un col Messi. Mais lorsque vous signifiez le papier, qu'il faut que les membres de la FECAFOOT arrivent, vous mettez même leur taxi, ils se disent, mais c'est même où là-bas? Comprenez? C'est là le problème. Ce qu'on a mis pour suivre, pour détecter les talents dans notre pays, à une certaine époque, je ne sais pas si on l'a changé, les Jeffy Payos et autres, pour détecter les talents, je ne suis pas sûr qu'ils ont fait en dehors de Douala, Yaoundé, et peut-être les autres zones, qu'on est en train de dire ici, là, qu'il y a des bribes de clubs, ou bien des centres de formation. En dehors de ces zones-là, les gens n'y vont pas. Combien de personnes vont là au stade malien? À une certaine époque, on a le tournoi de Tofis à une certaine époque, et ça a donné ce que ça a donné. On a eu les Fabrice Olinga, on a eu les ceci, je ne cite pas les noms, je ne cite pas les noms pour rien. Mais qu'est-ce qui se passe à la base? La détection ne doit pas être une affaire élitiste. La détection ne doit pas être une affaire, je vais dire, ça ne doit pas être une affaire d'une mégalopole ou bien de ceci. Quand on t'envoie en mission, vas-y faire ce qui est avec tact. Dès que tu fais avec tact, tu vas voir le rendu sera là. Je vous prendrai les noms de peut-être 2 joueurs internationaux camerounais. Joël Epalé, Jules Augustin Bignan. Ils ont joué encore Messi. Là, chez moi. Est-ce que ça enlevait quoi sur eux qu'ils soient des internationaux? Ça veut dire que pendant des vacances, pendant des congés, pour le CRS, ils pourraient faire ce travail. Pour détecter. Deuxièmement, pour sortir. Ce n'est pas que je rejette en bloc ce qu'il est en train de dire. Hein, pour essayer de revenir. Oui. La loi de la nature étant que les meilleurs se retrouvent du bon côté. Les meilleurs se retrouvent du bon côté. Là, ça rejoint nettement ce qu'il dit, que les joueurs, même que les centres de formation des arrière-pays se battent à mieux vendre leurs produits en métropole. Pourquoi pas faire en sorte qu'à partir de la métropole, qu'on ait même des yeux rivés vers eux? Je vais juste chuter. Allez-y. Pour me permettre. À quoi nous servent les jeux FENASCO? Merci. Il voulait y arriver. Parce que pour moi, ça ne sert à rien aujourd'hui qu'on veut la médiatiser. Je n'ai jamais suivi qu'on a appelé un jeune joueur de moins. Voilà les U15 qui vont aller à Montaigu. Je ne vais jamais entendre qu'on va appeler un jeune joueur des FENASCO B ou des FENASCO A pour intégrer une équipe nationale. Ou même le meilleur joueur. On l'a jamais. J'ai jamais suivi que non, le meilleur joueur a intégré la sélection, même pour vendre le rêve. Parce que ces compétitions qu'on crée, c'est pour permettre d'amener une émulation auprès de la jeunesse. Voilà. Mais ils ne sont pas accompagnés. Dès qu'on m'a donné, oh, tu es le meilleur joueur, oh, mon enfant, tu es bon, ça va là. 50 000. Et tu vas voir, on invite tout un ministre, il vient. La tutelle même du sport, du football n'est pas là. Peut-être on ne l'invite pas, peut-être on les invite. Aucun démembrement n'est là. Mais ils sont assis là. Vous n'êtes pas loin de le dire. À l'ouverture du championnat, en l'honneur d'André Onana Oven, l'année dernière. Mais vous avez, c'est-à-dire, André Onana, le ministre, est là, mais je n'ai pas vu la FECAFOOT. Vous êtes dépassé. C'est moi. Donc, moi, aujourd'hui, on se pose véritablement la question que toutes ces compétitions qui veulent prôner la jeunesse, je vais vous prendre un exemple banal. Et pour chuter de là, la Ligue de football jeune organise à la semaine de la jeunesse un tournoi. Mais bizarrement, le tournoi est logé au sein d'une entreprise brassicole. Ça nous sert à quoi? Et ils décident d'inviter des clubs. Bon, je vais poser la question que ils ont fait comment pour inviter les clubs? Tous ces clubs sortent d'où? Il y a 5-3 qui vont de Yaoundé, l'autre de Douala.
on va inviter le Nord. Parce qu'on sait que si tu ne l'invites pas, c'est une problématique. Mais le Sud, il n'y a pas de football au Sud. Donc Colombe n'a pas d'équipe. Donc Canon n'a pas... Donc c'est ce... Tu as parlé d'équilibre, je ne veux pas l'équilibre régional. Mais je veux au moins qu'on donne la chance à tout un chacun. Lui, il a visité un peu. Il y a des parents, moi je vous dis que moi, je te parle parce que je fais le Sud. Moi j'ai eu la chance d'arriver à Djoum, où j'ai amené des encadreurs à aller former des enfants. Il y a une maman, un enfant est talentueux, il te dit que mon enfant doit aller au champ, aller à la chasse. Mais le jour qu'elle vient voir son enfant élève tout l'arrondissement. C'est elle qui achète la godasse, elle dit que je veux encadrer l'enfant. Tu vois un peu? Mais maintenant, le promoteur du club va tout faire pour que l'enfant arrive en banco. Moi, je dis que non, je vais te donner la plateforme pour mieux te vendre. Venez jouer, venez. L'enfant se sacrifie. Vous ne voyez même pas un membre. C'est peut-être Karam qui va venir en ramasser les enfants. Non, c'est bien, revenez l'année prochaine. Il n'y a pas un suivi. Si on peut même faire des regroupements, on faisait même des regroupements un temps partiel où on appelait des joueurs, ils étaient une trentaine. On éliminait un peu. Ce n'est pas obligé, mais on veut qu'on donne quand même la chance à un enfant qu'il puisse goûter. Qu'il puisse goûter à ce rêve. Parce que ce rêve peut déclencher quelque chose à un enfant. Mais maintenant, il faut aussi apporter ce qu'on appelle l'encadrement. J'ai applaudi un peu ce que la fédération a fait pour apporter du professionnel avec la FIFA, pour apporter un peu du management. Oui. C'est bien beau. Mais j'ai peur d'une seule chose. Ça va tomber dans l'eau. Parce qu'en face d'eux, ceux qui sont venus pour aller faire la formation, ce n'étaient pas des présidents de club, c'était des représentants. Les présidents de club ont décidé de ne pas y aller. Maintenant, quand toi tu vas aller expliquer à un président de club comment lui fonctionner. Son club. Parce qu'il faut écouter les noms. Président, fondateur, propriétaire. Attention, tu viens lui expliquer la chose. Il te dit que c'était pour remplir les formalités. Assieds-toi. Tu es allé boire ton jus. Assieds-toi. Laisse-nous continuer à jouer au football. Et jusqu'à présent, c'est ça qui va créer ce problème-là. Donc aujourd'hui, le football jeune du Cameroun a un énorme problème de capitaliste. Parce que tout le monde qui est là, ce sont des gens qui cherchent leur gain. S'ils sont prêts à faire que toute une équipe nationale parte là-bas, l'objectif c'était de donner la vitrine aux enfants. Et là, donc ils ont donné la vitrine aux enfants. Je vous donne l'horizon dans 2 semaines. Les voyages vont commencer à pleuvoir. Tu as parlé de 15. Il est qui part à monter. Ils sont tous. Voilà. Tu vas avoir c'est 3 flots. C'est autant de choses. C'est autant de choses qui font là-bas bizarre. Vous voyez un monsieur qui vient avec des partenaires pour le recrutement. Ça ne donne pas. Moi, ce que le coach a dit, moi, ça me donne froid dans le dos. Froid véritablement dans le dos. On ne dit pas que ces académies ont fait le temps. Oui. Moi, je vais prendre un exemple. Et sans publicité, je vais prendre la KSA par exemple, qui s'est carrément effacée, qui a décidé de reformer une autre génération avant de la proposer. Et tu vas voir tous ces détecteurs, ils ont des détecteurs qui marchent un peu partout dans le Cameroun, qui viennent voir est-ce que tu es bon, est-ce que je peux te prendre sport-études. Mais malheureusement, l'une des solutions. Allez-y, après on va passer la parole également. L'une des solutions viendrait aussi qu'on fasse confiance à nos encadreurs ou bien à nos coachs de ces centres de formation et autres. Je pense. Ils sont, c'est-à-dire, voilà qu'ils parlent avec tact du problème. Ils parlent de ce qui est du terre à terre. Mais vous allez voir, parce qu'on connaît que tel a joué, il a été lion indomptable, il a fait. On le met là. Il sait quoi de ça? Peut-être certains n'ont même jamais foulé le sol nu. Comprenez? Il n'a pas, c'est-à-dire c'est comme un enfant qui a grandi à Bastos et l'autre grandi à Mokolo. Ils n'ont pas une même perception du Cameroun. Comprenez? Ils sont tous Camerounais. Nos coachs locaux, je parle que ce soit en Elite 1, que ce soit en Elite 2 ou jusqu'à je ne sais pas où, est-ce qu'on leur fait confiance, eux qui sont au train quotidien, est-ce qu'ils ont cette confiance-là aujourd'hui? J'ai dit bien aujourd'hui. Je sais que dans le temps, avec les coachs de Lindeng et autres, on les voyait. Mais est-ce que, si nous n'avons pas horizon pour mettre en vitrine un coach qui vient décrire, qui vient parler d'un problème qui est criant aux yeux du monde, au sein du football national, si on ne l'a pas aujourd'hui, on l'aura, on en verra encore d'autres cas. C'est ça donc le problème. Qu'on fasse confiance, qu'on dise même que dans les délégations départementales, qu'on mette au moins, même s'il n'a pas l'argent, qu'on lui donne quand même cet honneur que c'est toi, va regarder là-bas. Même s'il n'y a pas l'argent.
il va faire ce travail à fond. Et c'est ça qui va donner le produit. C'est ça qui va donner Avant que tu lui donnes la parole au coach pour appuyer ce qu'il a dit, oui. je vais être très bref. La génération joue au tournoi UNIFA qui nous élimine pour la Coupe d'Afrique. Il y a les Eno, les Boris Fumo. Quand on remet Sédou Aliou, il balaie cette génération. C'est une génération perdue. Ça veut dire que notre championnat de MTN Elite et autres là ne sert à rien. Ne sert à rien. En fait, ça nous montre assez. Parce que cette génération-là, directement surplombée, on l'a mis en U20. Donc, dès qu'on a été éliminé à la UNIFA, on a surplombé toute la génération avec les Nathan Douala, tout cela. Bon, Nathan Douala ne répondait plus aux critères, mais on a surplombé toute la génération-là. On l'a mis au U20, ils ne sont pas partis. Donc, véritablement, il faut revoir au niveau de la détection et au niveau de l'encadrement. Et voilà qui est dit. Peut-être une dernière intervention autour de cette question avec vous, coach. Bien, le frère a parlé des émotions. Je ne vois pas là, il a vu les émotions. Merci que vous avez mis les organes. Moi, je ne dis que ce que j'observe, ce que j'analyse et ce que je vois. Et il nous a fait comprendre qu'on fait toute une équipe nationale à partir d'un seul tournoi. Ce n'est pas possible. Il y a les joueurs, il faut donner les... Ce n'est pas l'équilibre régional, mais il faut donner les chances à tout le monde. Il y a les joueurs hors de Yaoundé et à Douala. Et il y a les joueurs. J'ai beaucoup de respect, je connais tous ces centres, Oyili, Best Talent et autres. Mais il y a aussi les joueurs ailleurs. Il faut aussi prendre le temps d'aller les regarder. Ça leur donne aussi cet espoir. Il ne faut pas donner seulement la chance à Best Talent tous les jours, aux brasseries tous les jours. Les autres qui se donnent au soleil et sous la pluie tous les jours, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Donc il faut aussi créer un peu de l'espoir chez les autres. En ce qui concerne les jeunes, il faut juste organiser. Il faut organiser des compétitions. Oui. Je vous prends par exemple la région, nous sommes à 9 mois sans jouer. 9 mois, depuis le dernier coup de sifflet, nous sommes à 9 mois. Et vous allez avoir des jeunes là qui ont en 10 ans n'ont que 4 ou 5 matchs officiels dans les jambes et ils se retrouvent en élite. Et en élite, vous allez encore recommencer les passes, les contrôles, les passes. Il y a les joueurs en élite là, plus de la moitié. Oui. Vous recommencez encore au niveau des passes, le basique, le contrôle, le B.A.B.A. Je vous parle en connaissant de cause. J'ai fait 5 ans en Fortuna. Où pendant les chauffeurs, tu es obligé de revenir au basique. Parce que les gens des U17 jusqu'à Fortuna, il n'a pas. Il a fait chez les U17 compétition, il est venu chez les U20, pas de compétition, il est venu ainsi de suite, pas de compétition. Donc il faut organiser des compétitions. Je ne sais pas qu'est-ce qui est difficile. Nous avons 7 arrondissements à Yaoundé. On dit toutes les équipes jeunes de Yaoundé premier, vous jouez tel jour, mercredi, samedi, de 6h à 18h. Yaoundé 2, vous jouez là-bas à tel endroit, samedi et dimanche. C'est vrai qu'il y a les 2-0. Vous jouez, mais nous jouons les matchs amicaux dans nos différents centres. Ça se joue. Oui. Chaque week-end, j'invite une académie qui vient en U13, U15, U17. Nous jouons samedi, dimanche, ça se joue. Qu'est-ce qui est difficile à organiser un match chez les jeunes? Et puis maintenant, on va venir là, en 2-3 jours, on fait quelque chose là, on passe en technique, on dit finale nationale. C'est pas sérieux. Il faut organiser. Il faut organiser le football à la base. Et j'ai dit, restructurer qui est école de foot, qui est centre de formation, qui est club. D'accord? Maintenant, au niveau de l'élite, oui. Le président est venu avec une politique d'imposer des structures jeunes dans les clubs d'élite. Quand vous prenez les clubs d'élite, il y en a combien qui ont des structures jeunes? Parce que au Cameroun, on n'a pas compris que le football, c'est un gros business. Mais une carrière se prépare et elle est structurée. Vous appelez canon, vous devez avoir un enfant qui est chez vous, au moins depuis les U13, qui fait les U15, qui fait les U17 et atterrit à l'équipe première. Là, vous êtes au moins sûr de vendre un produit. Mais si vous voulez toujours, à chaque année, aller prendre un joueur à Djoum, aller prendre Bolova, ça c'est l'éternel recommencement. Le football n'est plus comme ça. Ça c'est le football à l'époque. Le football est bien structuré. Et pour avoir
équipe, une machine, il faut commencer à la base. Il faut commencer à la base. Donc ça c'est pour... Et maintenant pour les sélections des jeunes, donnez le temps à ceux qui sont nommés de travailler. Je m'explique. Nous sommes éliminés chez les U17. Ça veut dire qu'à la prochaine édition, il n'y aura plus tous ces gens. Ils seront déjà à la limite d'âge ou bien ils auront déjà traversé l'âge. Donnez le temps. Si moi, j'ai la chance, un jour, d'avoir une sélection U17, je prends un tiers de mon effectif qui peuvent jouer au moins 2 éditions. Un tiers de mon effectif aura l'occasion de jouer au moins 2 éditions et je veux compléter au fur et à mesure. Auront déjà quand même l'expérience de la compétition et ils pourront s'exprimer. Mais si à chaque fois on prend les générations spontanées, on m'a nommé la pape, je pars au tournoi des brasseries, ramasse vite 18 joueurs là, j'appelle le manager, vient compétir. On gagne, on nous élimine, on élimine. On met Rogri, il vient aussi là, il part au tournoi, il ramasse sa part là, ça ne peut pas construire en football. Et voilà donc qui est dit, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis parce que c'est ici que s'achève cette émission. On aura le temps d'épiloguer davantage autour de cette thématique sur les prochains plateaux, notamment à Boulevard des Sports pour ce qui est de la télé ou encore à Horizon Sport pour ce qui est de la 92.2 FM. Merci à toute la grosse équipe de production qui s'est mobilisée pour cette émission. Ne l'oubliez jamais, Boulevard des Sports, loin d'être un combat, demeure un débat. Bien le bonsoir à tous.